santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir au docteur Jacques-Michel Lacroix qui est à mes côtés. Bonsoir Lionel et bonsoir tout le monde. Voilà, nous sommes là à nouveau en direct pour cette émission du 2 avril. Heureusement que ce n'est pas le premier parce que des fois on pourrait avoir un doute, mais nous allons vous parler en premier du changement d'heure. Moi j'ai un petit coup de fatigue du reste et on a perdu une heure. Mmh. Et oui. Une heure de sommeil, oui. Tous les ans, on lève les bras au ciel, à quoi ça sert et tout. Bon, moi j'aime bien l'heure d'été. Je reconnais que le passage à l'heure d'été est un peu délicat pour plein de gens. Mais moi j'aime bien cette heure d'été puisque ça nous permet le soir, quand il va faire meilleur, parce que là, bon, il fait pas trop mauvais, mais il fait un peu frais quand même, et de profiter des soirées. Bon, voilà, c'est mon point de vue, hein, c'est tout. Oui, il y a les partisans de l'heure d'hiver, il y a les partisans de l'heure d'été, et pourtant en 2019, les États membres de l'Union européenne avaient voté la suppression du changement d'heure, mais c'est pas appliqué, on ne sait pas pourquoi. Bon. Donc, dans la nuit du 30 au 31 mars, on a changé d'heure, on a avancé d'une heure. Du 30 au 31 mars. Oui, samedi au dimanche. Du samedi au dimanche, c'est vrai, oui, par là. J'allais faire une boulette. Oui. Voilà, on est passé donc à l'heure d'été. Alors, qu'est-ce que ça peut impliquer sur l'organisme ? Il y a eu un communiqué de l'INSERM, l'Institut national des sciences et de la recherche médicale, qui a fait le point sur les conséquences de ce changement d'heure. Alors, pour certains individus, les conséquences, c'est des troubles du sommeil, de la vigilance, parfois des accidents du travail et de la route, des dépressions, des infarctus du myocarde, en fait, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Mais ça se voit surtout, ce changement d'heure, surtout ressenti chez les enfants les plus jeunes ou les personnes âgées et ceux qui travaillent la nuit ou ceux qui ont des troubles du sommeil. Le changement d'heure, donc, ne correspond pas à notre horloge biologique. Il faut savoir qu'on a dans le corps une horloge, des horloges, pardon, qui sont synchronisées par un corps nerveux qui se trouve au centre du cerveau et qui synchronise ces différentes horloges et qui sont basées sur le rythme circadien, c'est-à-dire sur l'alternance jour-nuit, et qui tournent sur un petit peu plus de 24 heures. Notre horloge biologique n'est pas pile poil de 24 heures. Et ce qui détermine et qui remet cette horloge à l'heure, c'est la durée de jour par rapport à la durée de nuit. On se recale systématiquement. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse ? Mais je vous en prie. Désagréable. Mais ceux qui habitent dans certains pays, je pense à la Finlande, où parfois c'est le jour 24 heures et parfois c'est 24 heures la nuit. Eh oui. Alors cela, c'est invivable. Moi, je sais que j'aurais sûrement du mal à y vivre, mais ils s'habituent. Ils ont même plus de 24 heures de nuit au-delà du cercle polaire. Hein. C'est des nuits de plusieurs semaines. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, ils recréent un rythme quand même avec l'éclairage artificiel. Oui, enfin, ça veut dire qu'on peut s'en sortir quand même. On peut s'en sortir quand même, bien sûr, oui. Mais c'est comme dans les satellites, hein, ceux qui passent plusieurs semaines dans les stations orbitales, ils créent nuit-jour artificiel. Oui, parce que là, le tour de la Terre tombait à pic, parce que c'est quelque chose que je suis, moi. Il y a une application sur le téléphone, et le tour de la Terre, ça va très vite. Hein. Ils sont à 27 000 km/h, je crois bien. Oui, je ne sais plus combien. En fait, moi, j'ai pas loin. Ils font le tour de la Terre en 90 minutes. Oui, quelque chose comme ça, oui. Oui, donc ils ne peuvent pas dormir 20 minutes, rester avec...
Donc notre horloge biologique est un peu perturbée lors de... Enfin, elle s'habitue, je dirais, elle s'habitue au rythme, à l'alternance jour-nuit. Et puis quand on change d'heure, elle est un peu perturbée. Donc il lui faut un temps d'adaptation parce qu'on lui impose un changement artificiel. Mais ce changement aussi, rien qu'en France par exemple, entre Menton qui est très à l'est et Brest qui est très à l'ouest, il y a un écart d'à peu près 3/4 d'heure quand même, entre le lever et le coucher du soleil. Même par rapport à chez nous, moi j'ai fait l'expérience. Hein. Ah oui. On a par rapport à Menton, là, Nice, Menton, on a une demi-heure d'écart, à peu près. Oui. Bon, mais c'est difficile, évidemment, pour chaque ville d'avoir sa propre heure, donc on a unifié les heures, ce qui n'est pas trop gênant, mais quand on change de critères, quand on change brutalement, comme on l'a fait là, ce week-end, ça peut poser quelques problèmes aux gens les plus sensibles à ça. Donc les neurobiologistes ont fait des études, ils ont dit que le passage à l'heure d'été est plus compliqué à gérer pour l'organisme que le passage à l'heure d'hiver, parce que l'heure d'hiver se rapproche davantage de l'heure solaire. Donc notre horloge biologique est moins impactée par le passage à l'heure d'hiver, tandis qu'à l'heure d'été, elle est un petit peu plus embêtée. Puis on s'y fait. Deuxième petite intervention, c'est vrai qu'il y a encore des gens qui vivent à l'heure solaire. Oui. Mais alors ça crée... Ils ne veulent pas entendre parler des changements d'heure, d'hiver ou d'été, et qui vivent à l'heure solaire. Oui, mais alors, pour aller prendre un train, ou pour aller prendre un train, ça crée des... bien compliqué. Voilà, alors, on voit souvent ça dans les campagnes. Oui. Et davantage dans les campagnes que... Oui, parce que les animaux, eux, vivent plutôt à l'heure solaire. Oui. Donc... Et parce qu'effectivement, l'heure solaire est plus proche de notre rythme circadien, qui lui est affecté est conditionné par la durée d'exposition à la lumière, parce que ça permet la sécrétion par l'organisme de la mélatonine. C'est une hormone qui est contrôlée par l'horloge circadienne qu'on a dans le cerveau, et qui est impliqué aussi dans la régulation du sommeil. Et oui, c'est ça, je cherchais pourquoi. Et ce manque d'ensoleillement, l'hiver, crée chez certaines personnes des dépressions saisonnières, ce qu'on appelle des dépressions saisonnières, c'est-à-dire c'est des petites dépressions qui sont liées au manque d'ensoleillement. C'est pour ça qu'il y a une thérapeutique pour ça, qui existe, qui est avec des lampes, qui recrée la lumière solaire, et qu'on met devant soi le matin, par exemple, pendant une demi-heure, et qui permet à l'organisme de sécréter cette mélatonine et d'autres hormones, comme s'il y avait eu un ensoleillement plus important, et d'éviter donc cette dépression saisonnière chez les sujets qui sont sensibles à ça. Sans parler de l'heure, cet hiver, on ne peut pas dire qu'on a bénéficié beaucoup du soleil. Non, alors surtout dans notre région, on n'en a pas beaucoup bénéficié. Non, on est plutôt visage pâle en ce moment. Ah oui, c'est sûr, oui. Alors, pourquoi maintenir l'heure d'été et l'heure d'hiver ? Je ne sais pas trop, on n'a pas trouvé d'explication particulière, si ce n'est que ça serait... Au départ, c'était une économie d'énergie. Alors, au départ, c'était pour économiser l'énergie, en se disant les gens vont se coucher plus tôt, ils allumeront moins la lumière, on pourra éteindre les panneaux lumineux publicitaires plus tôt. Et je ne sais pas si ça a apporté beaucoup d'économies. Ce qui est certain, c'est qu'on a conservé ça et que ça serait assez compliqué, semble-t-il, de revenir à une heure. Parce qu'il va falloir modifier tous les horaires d'avion, de bus, de train, de machin, tout ça. Enfin, on l'a bien fait pour nous imposer le changement d'heure. Pourquoi on ne le ferait pas pour nous imposer un maintien de l'heure, que ce soit l'heure d'été ou l'heure d'hiver, mais enfin, qu'on reste toujours à peu près à la même. Parce que on est quand même un peu éloigné de notre rythme normal, qui est rythmé par les deux équinoxes, l'équinoxe d'hiver.
C'est pas rythmé par l'équinoxe, c'est rythmé par les solstices. Le solstice d'hiver, le 21 décembre, c'est le jour le plus court de l'année. Et le solstice d'été, au mois de juin, c'est le jour le plus long de l'année. Et alors, il faut savoir quand même, la différence entre le jour et la nuit, c'est pas quelques minutes. L'hiver, au solstice d'hiver, on a à peu près 16 heures de nuit pour 8 heures de jour. Et l'été, c'est l'inverse. On a 16 heures de jour pour 8 heures de nuit. Enfin, j'arrondis. Hein. Oui. Donc, l'organisme réagit à ça. Il ne peut pas ne pas réagir. Alors, est-ce qu'on va nous imposer pendant encore longtemps ces changements d'heure ? Je n'en sais rien. Moi, je pense que oui. Oui, je pense que, comme tout ce qui est... Alors, le passage à l'heure d'été, ça défavorise un peu les couches tard, parce qu'ils vont se coucher encore plus tard. Et ils seront obligés de se lever quand même à la même heure. Et la consommation d'alcool augmente. Ça ne va pas changer grand-chose, oui, de ce côté-là. Donc, il n'y a peut-être pas de bon choix. Le tout, c'est de s'y habituer. Moi, je vais vous dire, par contre, que pour les horlogers, c'est très emmerdant, parce que là, il faut reculer, vous comprenez, les aiguilles. Donc, sur une pendule qui sonne, on ne peut pas reculer les aiguilles. Ah oui, il faut aller jamais faire tourner. Il faut faire tourner. Au passage d'hiver, c'est pas pareil. On avance d'une heure, ça va beaucoup plus vite. Mais voilà, pour le passage d'été, on ne peut pas retarder les horloges. Non, celles qui sonnent. Hein. Oui. Celles qui n'ont pas de sonnerie, pas de problème. Vous pouvez aller en arrière. Voilà, une montre, par exemple, on peut reculer d'une heure. Ça n'a pas aucune, à condition qu'elle ne sonne pas, mais ça n'a aucune incidence. Dès que ça sonne, alors là, je vous parle en connaissance de cause, quoi. Bon. Bah oui. Alors après, on est c'est jamais à l'heure. Du reste, l'horloge ici dans notre studio, bon, là c'est électronique, mais elle n'est pas à l'heure, quoi. Il faut la mettre à l'heure. Il est 16h16, alors qu'il est 17h16. Eh oui, mais toutes les horloges radiopilotées se mettent à l'heure toutes seules. Exact, oui. C'est l'avantage. Et on en voit de plus en plus pilotées par satellite, même des montres. Oui. Ça existe. Oui. Hein. Là. Montre, réveil, pendule, on s'en occupe pas. C'est vrai que... On n'est même plus maître de l'heure. Un petit bonjour en passant, ça fait pas de mal. Voilà. Bon, de toute façon, du reste, on va en faire une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Alors, nous nous retrouvons dans cette émission Libre Santé avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Nous parlons du changement d'heure. Chaque année, il y a un peu de grincement dedans pour certains qui n'apprécient pas, d'autres qui aiment bien se retrouver à l'heure d'été, puisque enfin l'été, on peut flâner un peu plus dehors, mais pour certains, ça pose problème. Moi, je le crois dans le monde de l'agriculture, sûrement, par rapport à ceux qui ont des animaux. Là, peut-être. Après, le restant, c'est vrai, il y a un petit temps d'adaptation pendant, en gros, une huitaine de jours. Bon, on est un petit peu fatigué, on a une heure de sommeil en moins. Ça peut se comprendre. Mais moi, je dis, c'est tellement bien rattrapé par ces soirées prolongées que, bon, après tout, voilà, fait bon, chacun, je comprends, hein, chacun son opinion. Non, mais c'est vrai que c'est agréable de pouvoir rester dehors plus longtemps le soir. Enfin, c'est sûr. Bon, là, on va parler d'une autre actualité, puisqu'on a appris par la presse... Pardon, cher ami, j'ai oublié de changer de sujet. Alors là, maintenant, c'est parce que je dois consommer, c'est pas possible. Vient d'être annoncé en Allemagne, un grand pas en avant, le cannabis se retrouve en vente libre. Voilà. Bon, j'en consomme pas, mais bon, peut-être qu'il faudrait. Alors, je vais pas discuter sur les avantages ou les inconvénients de la vente libre, parce que sur le plan juridique et sur le plan de la lutte contre le trafic, il y a peut-être un intérêt
Je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est pas ma spécialité. Ce que je sais, c'est quand même qu'en France, on est les premiers consommateurs de cannabis en Europe. Et bien que ce soit interdit, donc ça change pas grand-chose apparemment. Mais on peut parler, par contre, des dangers du cannabis. Alors c'est un peu paradoxal de voir qu'on lutte depuis 30 ou 40 ans contre les dangers du tabac et qu'on va... parce que si ce qui a été fait en Allemagne, ça va venir en France, forcément, vraisemblablement. Et on ne parle pas des dangers du cannabis comme s'il s'agissait... Pourtant, le président Macron a bien dit qu'il était hors de question de libérer le cannabis durant son mandat. Il l'a annoncé à l'avance. Voilà, bon. Très bien. Bon, très bien. Très bien. Comme ça, les vendeurs de cannabis pourront continuer à prospérer allègrement, sans contrôle. Mais je ne sais pas si le fait de l'autoriser empêcherait la vente sous le manteau. Ça, je n'en sais strictement rien. Moi, tout ce que je peux savoir, ce sont les manifestations du cannabis. Et la consommation de tabac a des inconvénients, mais la consommation de cannabis, contrairement à ce que disent certains, a aussi des inconvénients qui ne sont pas les mêmes que ceux du tabac. Ceux du tabac, on lui impute surtout des troubles circulatoires et puis des troubles respiratoires. Mais le cannabis a d'autres, n'a peut-être pas ces inconvénients-là, mais en a d'autres. Le cannabis est un mélange de 125 substances connues, les phytocannabinoïdes, qui rentrent dans la composition de l'herbe qu'on fume. 125 ? Oui. Et sont pas tous, ces cannabinoïdes ne sont pas tous dangereux. Il y en a surtout un qui est dangereux, c'est le delta-9 tétrahydrocannabinol. THC en résumé. Et ça peut donner des intoxications aiguës qui se traduisent rapidement dans les 24 heures après la fumette par des signes psychiques, cognitifs, physiques, et dont l'intensité et la durée dépendent forcément de la dose qu'on a pris et du mode de consommation, puis de la tolérance de l'individu. Il y a des gens qui résistent mieux que d'autres, comme pour l'alcool. Voilà. C'est la même chose. Voilà. Et ça, c'était dans le cas d'intoxication aiguë, mais il y a des intoxications subaiguës, c'est-à-dire qui ne donnent pas des manifestations immédiates et rapides, mais qui vont donner des manifestations quelques jours plus tard. On peut observer chez les sujets sensibles des troubles psychiatriques, un type d'anxiété et parfois de confusion type psychose. Alors surtout chez les sujets jeunes jusqu'à à peu près 25 ans. Chez les sujets plus âgés, quand leurs neurones commencent à être un peu usés, comme les nôtres, le cannabis a moins d'effet dessus. Mais chez les jeunes, le cannabis a un effet important sur les neurones, et ça peut se traduire quelquefois vers l'apparition de troubles psychotiques à long terme, et qui s'apparente à la schizophrénie. Et ce qui est quand même très grave. Hein, et c'est rapporté dans un nombre non négligeable de cas. Lors du sevrage, il peut y avoir aussi des troubles, hein, comme pour toute drogue, mais ces troubles ne durent pas longtemps et sont pas très graves. La majorité des effets, c'est dû au THC, donc, qui est ce composant du cannabis, qui est le principal composé psychoactif dans les substances qu'on absorbe en fumant. Petite question quand même, cher Jacques. Le cannabis vient d'une plante. Oui, c'est le chanvre. C'est le chanvre, voilà. Oui. Vous voulez qu'on dise d'où vient... Ouais. C'est le chanvre. Je crois pas que ce soit exactement le même que celui qui sert à faire des cordages, mais celui Et des chemisettes. Et des chemisettes. Oh, oui. C'est embêtant de fumer sa chemisette. Mais alors il y en a qui le cultivent pour leur consommation personnelle, mais la plupart de celui qui est vendu, il vient du Maroc. Maroc, le nord du Maroc, le Rif. Ah, ce sont les rois Ah oui, c'est la culture du cannabis. Oui, le Maroc a une forte... Je croyais que ça venait davantage de pays d'Amérique du Sud.
Non, ça c'est plutôt la cocaïne. La cocaïne. Et la... Ah non, l'autre qui est très utilisé. Et l'héroïne. Oui. Ça a été soufflé. Hein. Et tous les... Ah, mais on voit les connaisseurs. Et tous les dérivés qui peut y avoir. Mais donc, il ne faut pas croire que le cannabis n'est pas... Enfin, la marijuana, hein, n'est pas... c'est pas anodin. Ça va donner dans un premier temps, quand c'est pas trop important, une euphorie, une relaxation, une sédation. Comme si on avait bu un bon coup. Oui, voilà. Ça peut donner aussi des troubles de la coordination psychomotrice, c'est-à-dire des mouvements anormaux. Et puis des troubles de l'élocution, une sécheresse de la bouche, de la tachycardie, des hypotensions. Ça, surtout chez les sujets qui n'ont pas l'habitude de fumer, puis qui vont fumer 2 ou 3 pétards, ils vont vite le sentir. Hein, bon, après ça s'arrête là. S'ils ne recommencent pas, ça se calme. Mais il faut. Oui, mais souvent ça recommence. Oui, alors ça dépend, comme pour toute drogue, soit l'alcool, au besoin ou le tabac. Ça dépend de la motivation qu'il y a. Si c'est au cours d'une soirée festive, on essaie de fumer un petit joint, mais il n'y a pas de raison pour qu'on se mette à fumer des joints. C'est une expérience comme une autre. Mais il faut savoir. Le problème, c'est que, excusez-moi, je vous coupe, vous fumez comme ça une petite expérience. Vous faites arrêter par les gendarmes, vous faites contrôler et boum, balaboum. Exactement. Et ça, jusqu'à plus de 24 heures après. Les tests salivaires. Là, danger. Les tests salivaires à la recherche du cannabis et des autres drogues, comme dérivés de l'opium. Pour le cannabis, le fait d'avoir fumé un joint se retrouve plus de 24 heures après dans la salive. Et pourquoi on le recherche, particulièrement lors d'accidents road, c'est que le cannabis altère les capacités de conduite des véhicules. Mais ça l'altère sérieusement, quoi. L'usage du cannabis est associé à une augmentation de 30 à 40% du risque d'accident. Alors moi, je fais, enfin, quand je vois des reportages à la télévision, je ne fais que le dire, quoi. C'est absurde pour les jeunes. Je ne comprends pas qui tombent dans cette dérive, perdre son permis et puis mettre à la vie de ceux qu'on transporte et ceux qui arrivent en face en danger. Mais c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à se raisonner. L'alcool, c'est déjà énorme. Alors, franchement... L'alcool augmente encore plus le risque d'accident que le cannabis. Et il augmente même au moins 5 fois plus. Mais comme en général, il y a association alcool-cannabis... on l'a vu avec un célèbre imitateur. Eh bien oui, on l'a vu avec Palmade. Et pourtant, lui, il était habitué à en prendre. C'est pas un petit joint qui lui a donné ça. Mais oui, mais alors voilà l'exemple, quoi. Voilà comment on se retrouve aujourd'hui. Voilà un gars, on lui dit, qui a presque perdu sa vie, quoi. Franchement. C'est dramatique. Alors, il n'y a pas que la fumette. On peut aussi l'ingérer par voie alimentaire. Il y a des pâtisseries au cannabis. Tiens donc, je demande à la boulangère à côté. Voilà. Un petit gâteau au cannabis au prime. Et en cas d'ingestion, les signes d'intoxication, si on en prend trop, apparaissent 30 minutes à 3 heures après. Et ça dure... Et je me disais, je la trouvais bizarre. Il y a des moments... Voilà. Et... tu consommes un croissant. Les doses, quand on l'avale quand on le prend par voie digestive, il faut des doses un peu plus importantes que quand on le fume. Mais enfin, quand même. Et puis là, il y a un risque d'absorption par les enfants. Et les enfants qui vont manger des gâteaux au cannabis, ça peut provoquer des comas, des convulsions et une détresse cardio-respiratoire. Chez les enfants, c'est très très grave. Surtout qu'il n'y a pas d'antidote. On n'a pas d'antidote au cannabis. Il n'y a pas de traitement spécifique. On traite les symptômes, mais on ne peut pas arrêter l'effet du THC. Il faut attendre qu'il soit éliminé de manière naturelle. Donc, ce n'est pas un produit anodin du tout. Et alors après, pour ceux qui en fument régulièrement, les psychiatres ont noté 4
syndrome qu'induit le cannabis. D'abord, des troubles anxieux qui se manifestent par une anxiété généralisée ou par des attaques de panique. Et ça peut arriver sans cannabis, mais le cannabis favorise ça. Il y a ensuite des troubles psychotiques. On va faire un petit rappel rapide entre la psychose et la névrose. La névrose, c'est une maladie qui ne donne pas d'altération de l'environnement. C'est-à-dire que le sujet est conscient qu'il est anxieux, par exemple, il est conscient de son trouble. Alors que la psychose, ce sont des maladies comme la schizophrénie, la paranoïa, où le sujet est complètement déconnecté du réel, et c'est lui qui a raison. Il ne se rend pas compte qu'il est malade, il ne se rend pas compte que le réel ne correspond pas à ce qu'il dit. Eh bien, le cannabis peut favoriser des troubles psychotiques, surtout chez les jeunes. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez ceux qui ont un certain âge, comme nous, les troubles psychotiques sont moins importants parce que soit ils se sont déjà révélés, soit on a des neurones qui sont un peu plus blindés. Mais ça n'est pas... Ne riez pas, vous, en face, parce que... vous y arrivez aussi. Doucement, mais sûrement. Et chez les patients qui fument régulièrement du cannabis, les accès de schizophrénie ne sont pas rares du tout. Alors la schizophrénie, c'est emmerdant, parce qu'il faut être... là, c'est une hospitalisation de force, c'est le temps que le délire cesse. Ça peut être très dangereux. Ah, ça peut être très dangereux, oui, parce que ces gens peuvent commettre des meurtres. J'ai vu quelqu'un dans cet état-là, ça fait peur. Ça fait peur, parce qu'ils sont persuadés de ce qu'ils pensent, ils sont incapables de voir que ça ne correspond pas à une logique, ou bien que ça ne correspond pas à l'environnement, et ils sont capables donc de tout. Ça, et les délires des psychoses maniaco-dépressives, moi, j'ai eu à en voir de temps en temps. C'est dangereux, très dangereux. Il faut être assez nombreux pour maîtriser et faire une injection de calmant, parce que... Bon, après, on va tomber dans les autres inconvénients vers des troubles moins importants, comme les troubles du sommeil. Parce que le cannabis a tendance à augmenter la durée du sommeil. Ah, d'accord. Voilà. Mais... et ces effets peuvent diminuer avec la répétition des prises. Il y a une accoutumance quand même. Donc ça, c'est pas le plus grave. Et puis après, enfin, en dernier lieu, il y a les syndromes confusionnels, qui vont se traduire par quelquefois une forme d'hyperactivité, une agitation, une désorientation, parfois des hallucinations. Et on est obligé de traiter ces gens-là par des antidépresseurs importants, à dose importante. Donc voilà, il n'y a pas que des avantages à vouloir se faire plaisir à fumer un joint. Je ne parle pas de la grossesse et de l'allaitement, où c'est évidemment complètement contre-indiqué. Ça n'a pas trop d'effet sur la mère, mais sur le fœtus, c'est pas recommandé. C'est comme l'alcool. Et la nicotine. Bon, enfin, tout ça, c'est pas très drôle, mais voilà. Donc, il faut espérer que non seulement on n'autorise pas, mais qu'on arrive à réduire quand même le trafic de cannabis, qui est extrêmement important en France. L'argent est... J'entendais encore là ces derniers jours, quoi. Vous avez des jeunes qui gagnent plus de 1 000 euros par jour. Quand les 1 000, c'est parfois... 5, 6, 7, 8 000 par jour. Oui. Mais pourquoi irait-il travailler? Pourquoi faire autre chose? Mais bien sûr. Alors, moi, alors là, c'est une digression, là, mais je ne comprends pas qu'on ne puisse pas vraiment lutter contre. Je pense que si on ne lutte pas vraiment contre, c'est qu'on n'y met pas les moyens. Et si on n'y met pas les moyens, c'est qu'on n'a pas envie de lutter vraiment contre. Alors pourquoi n'a-t-on pas envie de lutter contre? Alors ça, c'est autre chose, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais si on veut empêcher le trafic dans certaines cités, moi j'ai fait mon service militaire à l'époque, dans un régiment qui était un régiment spécialisé dans la lutte, dans la guérilla urbaine.
Et ben, je peux vous dire qu'il suffit de mettre un régiment comme ça, 3 semaines après, il n'y a plus, de trafic dans la cité. Hein. Et là, je reconnais que c'est efficace. Ah, c'est très efficace, oui. Nous allons faire une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Dernière partie de Libre Santé. À 18h, je serai avec Florence Poumarède. Nous allons parler des problèmes des déchets en Dordogne. Soyez bien à l'écoute. C'est une émission extrêmement importante entre 18h et 19h, 58 minutes. On n'a pas parlé, mais bon, je pense que c'est volontaire, du cannabis médical. Oui, on n'en a pas parlé parce que c'est tout à fait autre chose. C'est pas du tout la même chose. C'est issu de la même plante, mais c'est pour des usages bien déterminés. Il n'y a pas les inconvénients dont on a parlé tout à l'heure avec le cannabis récréatif. En fait, et soi-disant qu'il y aurait quand même un marché pour ce genre de choses. Alors, ça, à mon avis, ça n'apporte pas grand-chose dans la pharmacopée humaine, mais enfin, pourquoi pas Il y en a qui se soignent avec ça, enfin, qui calment des douleurs avec ça. Oui, non, c'est un médicament comme d'autres antalgiques. D'accord. Oui, c'est pas. D'accord. C'est pas parce que c'est à base de cannabis que c'est mieux ou que c'est moins bien. C'est différent. Alors là, nous allons parler d'un autre sujet. Oui, parce que j'ai oublié, pardon. On a aussi beaucoup de médicaments, tout ce qu'il y a de plus légaux, qui sont à base d'opium. Hein. C'est pas. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. D'accord. Oui. Alors voilà un sujet presque étonnant. Nous allons parler d'une dame qui est tombée enceinte. C'est une histoire d'une femme originaire de Mayotte et qui a fait une grossesse particulière, on va dire. Oui, c'est une grossesse extra-utérine, mais qui est arrivée à terme, ce qui est rarissime. Alors, normalement, la grossesse, je le rappelle, c'est l'ovule va dans l'utérus. Lors d'un rapport sexuel, le sperme et les spermatozoïdes remontent dans le col de l'utérus. Pardon. Et vont féconder l'ovule qui s'y trouve. Et ensuite, le fœtus se développe à l'intérieur de l'utérus, et puis 9 mois après, il y a l'accouchement. Bon, et là, c'est une femme originaire de Mayotte. C'est pour ça que le cas est très documenté, parce que c'est tombé dans un hôpital français, et qui a été transférée sur l'île de la Réunion, parce qu'elle se plaignait depuis une dizaine de jours de douleurs abdominales. Alors, moi, au cours de ma carrière, j'en ai vu qui se plaignaient comme ça de douleurs abdominales. Et en fait, les douleurs, c'est parce qu'elles allaient accoucher. Mais au moins, le fœtus était dans l'utérus, dans celle que j'ai vue. Là, c'est différent. L'examen de la patiente a révélé un ventre qui était distendu, comme celui d'une femme enceinte, mais l'échographie qu'on a fait révèle que l'utérus est vide. Alors, bizarre quand même, l'utérus est vide, il ne contient pas de fœtus, alors que la paroi de l'utérus est épaissie comme au cours d'une grossesse, mais il n'y a pas de fœtus. Donc, on a cherché quand même un peu plus loin, et puis on est allé plus loin dans la recherche de l'échographie. On s'est aperçu quand même d'une masse bizarre abdominale, et on a fait une IRM, et là je l'ai sous les yeux, et qu'est-ce qu'on a vu? Un fœtus, mais qui n'était pas dans l'utérus. Donc, j'essaie de suivre, et qui était où donc exactement? Alors, il est dans le ventre, entre la paroi abdominale et les intestins. Ça arrive. Hein, c'est dans une poche, quand même. Alors oui, dans une poche, oui. Ça arrive, c'est rarissime. Et ce qui est encore plus rarissime, c'est que la grossesse arrive au terme. En général, ça se termine par une intervention chirurgicale et le fœtus n'est pas viable. Là, c'est allé jusqu'au terme de la grossesse. Donc l'œuf fécondé a été fécondé. Alors, soit il était fécondé dans l'utérus et il s'en est échappé par une des trompes, ce qui est possible, parce que la fécondation, en fait, ne se fait pas dans l'utérus, elle se fait dans une des trompes qu'il y a entre l'ovaire et l'utérus. Ce qui fait que quelquefois, quand l'œuf se greffe dans ce conduit, ça donne ce qu'on appelle des grossesses extra-utérines, et c'est assez dangereux parce que
la trompe qui n'est pas faite, qui n'est pas extensible, elle finit par éclater et fait une hémorragie. Alors là, ce qui est possible, c'est que la fécondation a bien dû avoir lieu là, et ensuite, l'œuf ainsi formé s'est échappé dans la paroi abdominale, sans doute par l'orifice qu'il peut y avoir entre l'ovaire et la trompe. Et puis il s'est échappé, et puis là, il s'est mis à grossir, il s'est greffé sur le péritoine, il a développé un placenta sur le péritoine. Non, oui, parce que ça, vous voyez qu'on ne vous raconte pas des bêtises, voilà oui. Le document preuve à l'appui. Hein. Il y a un document où on voit mieux encore le fœtus. Voilà, là on voit bien la tête du fœtus ici. Et ça, c'était pas dans l'utérus, c'était dans la paroi abdominale. Donc c'est un cas rarissime qui arrive à terme, puisque cette femme a pu... le placenta s'est implanté, comme on dit, dans la partie supérieure de l'abdomen, sur le péritoine. Alors, le péritoine, c'est cette espèce de membrane qui englobe tous les intestins. Et puis... quand on l'a découvert, elle était cette jeune femme était à plus de 7 mois de grossesse. Donc le fœtus était viable, on l'a opéré, on a sorti le fœtus, il est resté quelque temps à l'hôpital, et même, je crois qu'il a dû rester 3 semaines ou 2 mois, je ne sais plus, mais enfin il est parfaitement viable. Et la jeune femme aussi n'a pas eu enfin, il y a eu quelques petits problèmes, parce que c'est... Mais enfin, je veux dire, ça en est bien sorti. Voilà, c'est un cas rarissime de grossesse abdominale qui dépasse les 20 semaines de gestation et qui donne naissance à un fœtus viable. Sans problème pour l'enfant qui va naître. Apparemment, non. Mais c'est rarissime, hein, ça se produit. Et en général, quand c'est une grossesse extra-utérine, elle n'arrive jamais à terme. D'accord. Jamais, en général. Mais la preuve que non. Comme quoi, il n'y a pas de... Le blanc et le noir en médecine, ça n'existe pas, il n'y a que des variations de gris. Merci au docteur Jacques Michel Lacroix, qui était à mes côtés pour cette émission Libre Santé. C'est lui qui choisit bien évidemment les sujets. On la retrouve mardi prochain en rediffusion. Et vous aurez à nouveau une nouvelle émission dans 3 semaines. Et voilà. Donc, dans quelques minutes maintenant, 58 minutes, avec Florence Poumarède, nous allons parler d'un sujet brûlant, les déchets en Dordogne. À bientôt. À bientôt Lionel. À bientôt tout le monde. Libre Santé. Une émission de Lionel Chalex avec le docteur Jacques Michel Lacroix. 60 minutes pour tout savoir sur la santé. CLC Média, votre web radio.